vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix de 17h à 19h, c'est vendredi avec enfin ce nom qui est tombé. Nous sommes comme vous certainement devant la télé face au perron de l'Elysée où on attend le nouveau Premier ministre, Philippe. C'est le perron de Matignon, Cécile. J'ai dit quoi ? De l'Elysée. Vous avez des preuves ? Il aurait bien J'ai dit l'Elysée. Oh, ça m'étonnerait. Je dis jamais l'Elysée, je savais même pas que ça existait. Et vous savez, je me suis fait une réflexion historique. Le maire de Pau est nommé à Matignon le 13 décembre. Et le 13 décembre, c'était la naissance d'Henri IV, qui est né au château de Pau. Et je me disais que le 13 décembre est finalement pour les Béarnais un jour qui garbure bien. Oh, mais c'est pas dommage, mal. vous gâchez par un calembour foireux ce que vous aviez dit si bien avant. En tout cas, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Bien sûr, ce sera une édition spéciale autour de ce nouveau Premier ministre avec la passation entre Michel Barnier dans quelques instants, puisque c'est déjà le tapis rouge est lancé. Là, allez, sommaire de cette émission à 17h30. Le suspense a duré au-delà du délai promis par l'Elysée. C'est bien François Bayrou qui succède à Michel Barnier. La présidence a officialisé en milieu de journée le choix de ce nouveau Premier ministre, triple candidat à la présidentielle. Le leader du Modem avait rallié Emmanuel Macron en 2017. Alors parlons vrai, est-ce que François Bayrou c'était le plus petit multiple commun, comme on dit en mathématiques, pour Matignon ? Est-ce que son gouvernement va pour vous durer plus longtemps que celui de Michel Barnier ? Et à cette question, François Bayrou à Matignon, Macron a-t-il fait le meilleur choix ? Vous dites non à 92% et il y a un choix qui est toujours le bon, c'est le 0826 300 300 pour venir témoigner à l'antenne. Et Luc Gras sera avec nous, politologue. Et 18h40, coup de projecteur des vraies voix. Le nouveau Premier ministre devra tenter de réconcilier pour gouverner avec une assemblée disparate comme jamais sous la Ve République. Figure emblématique du centre, François Bayrou prônait le dépassement du clivage gauche-droite bien avant l'apparition d'Emmanuel Macron sur la scène politique. Alors parlons vrai, Bayrou étant centriste, va-t-il obligatoirement gouverner au centre ? Ou le voyez-vous réaliser une union qui irait par exemple du PS à LR en passant bien évidemment par la Macronie ? Et à cette question, souhaitez-vous un gouvernement qui penche, vous dites à 84% à droite, à 12% à gauche et à 4% au centre. Venez nous donner votre avis, quelle que soit votre orientation, qu'elle soit à droite, à gauche ou au centre. Au 0826 300 300, on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, le président, le Premier ministre de cette émission. Il vient d'enlever sa veste, mais pas de la retourner. Oui. Oh, pas mal. Et j'aime bien quand il parle de lui à la troisième personne. Oui. Je trouve ça très élégant. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien patron du RAID et ancien député. Bonsoir Jean-Michel. Salut Bonsoir. Cécile, salut Philippe, salut tout le monde. Tom Conan est avec nous, artiste et essayiste. Bonsoir. Tom Conan va bien. Il va très bien. J'ai pas eu le temps de le dire, de poser la question. Mais il n'a pas besoin de questions, Tom. J'ai envie de parler de moi à la troisième personne, ça me brûlait en fait. Mais qu'est-ce que vous avez tous, c'est fou. Il y a un petit côté officiel, c'est dingue. Allez, le 0826 300 300 avec Muriel qui est avec nous de Béziers. Bonsoir Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Muriel, votre coup de cœur du jour, le Téléthon. Oui, alors, et puis pour l'Espagne aussi. Alors, sur le Grand Biterrois, vous avez pendant les marchés de Noël des gens qui ont des stands où vous pouvez déposer des habits, des jouets pour l'Espagne, pour venir en aide, et surtout continuer à donner au Téléthon parce que la recherche, c'est très important. Eh ben voilà, c'est un bon coup de cœur. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. En attendant, bien entendu, l'arrivée de Michel Barnier et de François Bayrou sur le perron de Matignon. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Nous sommes comme vous en attente de ce perron de Matignon entre passation de pouvoir entre Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, et le nouveau François Bayrou qui vient d'être nommé par Emmanuel Macron. Allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parlerons-nous ? Bon, pas très surprenant, de l'arrivée de François Bayrou à Matignon. C'est ça ? Et puis, bon, si on a le temps, on pourrait peut-être parler de cette motion de censure européenne aussi proposée par l'insoumise Manon Aubry, motion de censure européenne. Bah oui, ça n'existe pas que à l'Assemblée nationale, les motions de censure, figurez-vous. Elle en propose une sur le Mercosur, contre Ursula von der Leyen. Intéressant. En trois mots. En 3 mots, qu'est-ce que ça donne ? Je vais vous le dire, réconciliation, prolongement et censure. En attendant, la voix est au procureur.
vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous allez parler d'intelligence excessive, monsieur le procureur, celle du président de la République, pas la vôtre. Oui, cela serait une platitude qui n'aurait pas sa place sur l'antenne de Sud Radio. J'ai eu peur, je pensais que vous pensiez que c'était pour vous. Non, mais je n'avais aucune illusion. Quoi que c'est Non, bientôt mais Noël, sérieusement, en réalité, durant des années, j'ai pensé sérieusement que dans le cadre intime, familial, politique, l'intelligence était la qualité suprême. Et sérieusement, quand j'ai constaté en tant que citoyen les 7 années d'Emmanuel Macron, dont on peut dire indéniablement qu'il est intelligent au sens que je donne à cette vertu, profondeur, culture, imprévisibilité, eh bien j'ai constaté qu'on peut regretter que d'une certaine manière, il ait été trop intelligent et qu'il ait trop négligé ce que j'appellerais l'aptitude à l'action. Dieu sait que je n'ai pas toujours raffolé de Nicolas Sarkozy, mais celui-ci, s'il tombait parfois dans des démarches un peu vulgaires, on ne peut pas lui dénier une aptitude à la décision et à l'entreprise que manifestement Emmanuel Macron, et je pourrais donner beaucoup d'exemples, n'a pas. Trop d'intelligence, eh bien, nuit à ce qu'un président de la République doit avoir comme vertu principale. Vous êtes d'accord? Vous qui connaissez le président de la République, oui, Jean-Michel alors, Fauvergue. nos hommes politiques, et en particulier ceux qui sont appelés à des hautes fonctions, doivent être intelligents. Ce qui exclut de facto une bonne partie de l'Assemblée nationale. Ah oui. Mais ça semble le vécu. Plus que, ah oui, je peux vous dire que... Et puis ils se sont renforcés depuis que je suis parti. Mais je peux vous dire aussi une chose, c'est que à cette intelligence s'ajoute une intelligence intuitive. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire sentir un peu ce qu'il faut faire au bon moment. Ouais. Sentir le terrain, sentir les gens aussi, ce qu'ils vous disent. Et peut-être que, effectivement, Nicolas Sarkozy, je dois l'avouer, avait peut-être plus cette qualité-là que ne l'a Emmanuel Macron. Mais je pense qu'Emmanuel Macron l'avait au départ. Il a peut-être perdu. J'ai toujours pensé qu'il manquait d'idéologie et justement le pragmatisme, je pense que c'est un vain mot en politique en tout cas. À mon avis, il manque de colonne vertébrale d'un point de vue intellectuel tout simplement, alors qu'il a largement les capacités pour autant de se faire des idées sur plein de sujets. Et du coup, effectivement, il n'est pas en mesure d'agir clairement parce qu'il n'y a pas cette colonne vertébrale. Et beaucoup de ses adversaires aujourd'hui brillent non pas seulement par leur radicalité, comme on le dit souvent, mais par leur consistance idéologique. Et finalement, le point commun, qu'on les aime ou qu'on les déteste, du RN et de LFI par exemple, c'est qu'au moins on sait où ils vont, ils ont un projet qui est à peu près cohérent, qui fait système. Et je pense que l'inverse de ça, c'est le pragmatisme, c'est Macron et c'est Bayrou. Alors lui, c'est la quintessence de l'absence d'idéologie. À mon avis, c'est une vraie faiblesse par rapport à l'action politique. Je ne suis pas du tout d'accord, Tom. Mais c'est peut-être pas le moment. Parce qu'on attend désespérément. Si, mais rapidement, vous avez le droit de répliquer. Emmanuel Macron, c'est tout sauf du pragmatisme. Pour moi, c'est aux antipodes précisément parce que c'est un être qui est d'abord inspiré par le désir de se singulariser tout au long. Quand on examine toutes ses décisions, eh bien, et notamment la dissolution, à chaque fois, ça n'est pas le pragmatisme qui est une attitude qui pactise avec le réel et qui est très positive, c'est l'incongruité des choix. C'est bon? On peut y aller? Je croyais que vous désiriez. Je suis attendu avec enthousiasme. Ah oui, non, parce que je lui dis une petite réponse et il me fait une conférence. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Dans l'actu, Félix, qui sont réconciliation, prolongement et censure. François Bayrou, nommé Premier ministre au bout du suspense en milieu de journée après un entretien tendu avec Emmanuel Macron ce matin. Le centriste dit vouloir trouver le chemin de la réconciliation. En tout cas, le PS ne participera pas au gouvernement. Ça dépendra du programme pour LR. Pas de censure a priori pour le RN, mais Marine Le Pen dénonce un prolongement du macronisme. Et puis, ça va devenir une mode sauf-française. Manon Aubry de LFI propose une motion de censure au Parlement européen contre la commission von der Leyen sur le Mercosur. Les vraies voix Sud Radio.
François Bayrou, baby. Ma voix Bayrou, mon bulletin dans ton mur, mon vote Bayrou, ma voix Bayrou. Change avec moi. Il est arrivé à Matignon il y a quelques minutes. C'est l'histoire d'un Béarnais qui voulait être président et qui devient Premier ministre un vendredi 13. Bonne chance. Candidat à 3 reprises à la fonction suprême. On entendait ici l'inoubliable chanson de la présidentielle de 2007. François Bayrou avait apporté un ralliement décisif au jeune Emmanuel Macron 10 ans plus tard, en 2017. En pleine crise politique après la chute du gouvernement Barnier renversé par l'Assemblée, le centriste canal historique aura donc la lourde tâche d'essayer de gouverner la France sans se faire renverser à la première occasion. En tout cas, il s'est voulu confiant tout à l'heure pour sa première déclaration en tant que Premier ministre. Je pense que tout le monde mesure la difficulté de la tâche et je pense aussi que tout le monde se dit qu'il y a un chemin à trouver qui réunisse les gens au lieu de les diviser. Et ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV, sur qui j'ai beaucoup écrit. Et j'ai beaucoup écrit parce que je pense que la réconciliation est nécessaire. Avant d'être élu maire de Pau en 2014, François Bayrou a notamment dirigé le ministère de l'Éducation nationale durant 4 ans tout de même, dans les gouvernements Balladur puis Juppé. Candidat à la présidentielle une première fois en 2002. L'année de la gifle à l'adolescent qui voulait lui faire les poches, comme il avait dit. Puis nouvelle candidature en 2007. L'année de ses 18% au premier tour et de sa presque qualification au second. Un rapprochement à l'époque avec Ségolène Royal sans franchir trop clairement le Rubicon. Puis l'UDF devient le MoDem. Le MoDem, le mouvement démocrate. De vieux souvenirs, ça. Nouvelle tentative en 2012. Le centriste vote Hollande. Et aujourd'hui, les LR s'en souviennent un peu. Ce qui peut expliquer en partie l'hésitation présidentielle de ce matin. Le leader du parti Orange aurait vu rouge quand on lui a dit que c'était toujours pas lui à l'aube, avant que finalement, il y a eu une explication, semble-t-il quand même, dans le bureau présidentiel. La fumée blanche a donc livré son nom peu avant 13h. Les Républicains attendent donc de voir le programme pour dire s'ils entrent ou non au gouvernement. Les socialistes avertissent cet après-midi qu'ils se considèrent comme étant dans l'opposition à ce gouvernement Bayrou. Pas de participation donc du PS. Quant à un pacte de non-censure, eh bien, il faudrait pour ça que François Bayrou s'engage à ne pas utiliser le 49.3, disent les socialistes. Et puis, contrairement à LFI, pas de censure a priori pour le RN, mais tout de même, Marine Le Pen voit dans ce gouvernement Bayrou un prolongement du macronisme. Et dans la bouche de Marine Le Pen, c'est pas un compliment. Philippe Bilger. Je crois que elle n'a pas tort, Marine Le Pen. A priori, François Bayrou est un prolongement du macronisme, au point même que sans François Bayrou, il n'existerait pas de macronisme, puisque sans lui, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu en 2017. Mais je crois que François Bayrou va apporter quelque chose, me semble-t-il, sur le plan de l'apaisement, sur le plan des modalités. Certes, ça ne fera pas forcément une politique, mais je crois qu'il est sincère lorsqu'il dit qu'il veut un petit peu réconcilier. Vaste entreprise, comme aurait dit le général de Gaulle. Moi je n'ai rien contre Bayrou en tant que personne, mais je rappelle quand même que la gauche était quand même en tête aux élections législatives. Non, pas encore. Mais non, mais c'est quand même gênant, encore une fois, après l'échec de Barnier, qui n'ait pas eu quand même la volonté réelle, sincère, si j'ose dire, de nommer un Premier ministre de gauche, ou en tout cas avec une vaste sensibilité de gauche. Un Premier ministre de gauche, ça se rapproche. Ça se gauchise un petit peu, mais très lentement quand même. Mais c'est un vrai casse-tête, un Premier ministre de gauche. Oui, non, mais d'accord, mais c'est quand même une anomalie. Enfin, je veux dire, c'était une anomalie déjà il y a quelques mois, lorsqu'on avait déjà constaté la nomination de Barnier, mais là, c'est une anomalie qui se confirme. Donc pour les institutions, c'est quand même pas bon. Philippe David a fait une blague. Il y avait un jeu de mots, pour ceux qui Mais il attend tellement les applaudissements qu'on lui en donne pas. Désolé, parce que les auditeurs ne savent pas, mais quand il fait un jeu de mots, il nous regarde en nous prenant à partie pour vérifier qu'on a compris. Donc voilà, un casse-tête, Lucie Casse-tête, voilà, expliquons. Alors du coup, pour redevenir sérieux, moi je pense qu'effectivement la problématique c'est qu'il n'y a pas de majorité du tout. Alors on a beau se taper sur le ventre et courir partout autour de la table en disant la gauche est arrivée en tête, la gauche est arrivée en tête. C'était la gauche d'avant, avant que le Parti socialiste se détache. Il est en train de se détacher. Donc du coup, il n'y a pas de majorité et il faut trouver quelqu'un qui va essayer de faire en sorte que les majorités en fait qu'il n'y ait pas d'opposition majoritaire. Ça c'est la première des choses. C'est pas une opposition constructive.
c'est pas une majorité constructive qu'il faut. C'est qu'il n'y ait pas d'opposition majoritaire. C'est ça la difficulté. Peut-être que Bayrou est bien placé, qui était centriste avant Macron. Hein. Mais canal historique. Mais en réalité, on voit que le PS, non, je pense qu'il va pas se détacher. À mon avis, le socle NFP, qui effectivement est quand même un petit peu fragile, on est bien d'accord. Mais à mon avis, il va plutôt se solidifier parce que justement, en face, on est qu'il y a vraiment un mur, un refus total de les nommer. À mon avis, Françoise de Goua sort de ce corps, c'est pas possible. Bonsoir Françoise. Il a pris le siège de Françoise. Oui, c'est ça. doit être mais il y a moins de décibels et mon tympan le remercie. Ça, c'est pas gentil pour elle. Allez, on en vient à cette motion de censure présentée par Manon Aubry de la France Insoumise. Et oui, je vous vois venir. Laissez au moins ce pauvre Bayrou poser sa valise à Matignon avant la motion de censure, avant d'attaquer. Mais non, Manon Aubry est députée européenne et donc c'est contre la commission d'Ursula von der Leyen qu'elle veut proposer une motion de censure, la nouvelle mode Made in France, et cette fois donc contre l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur. Je veux lancer l'alerte solennellement. La Commission européenne est en train de passer en force. Je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen et la Commission européenne, pendant toutes les négociations, ne nous a pas tenus au courant, nous a refusé l'accès aux documents de négociation, souhaite passer en force aussi en contournant le vote des parlements nationaux. Cet accord va tuer l'agriculture européenne, tuer notre santé et tuer aussi la planète. J'interpelle tous les autres députés européens qui font beaucoup de bruit sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Ce sera un moment de vérité. Regardez, en France, on a réussi à faire tomber Michel Barnier et son gouvernement. Maintenant, on va faire tomber cette Commission européenne. Charge aux autres de nous suivre. L'eurodéputé LFI Manon Aubry ce matin chez nos confrères de CNews. Il faudrait un 10e des 720 députés européens pour que sa motion de censure soit mise au vote. Puis un vote aux 2/3 ensuite pour qu'elle soit adoptée. Donc autant vous dire que l'initiative paraît quand même une majorité qualifiée aux 2/3 du Parlement européen, assez symbolique finalement. Et Philippe Bilger, ça pose quand même question. La vice-présidente de la commission des échanges commerciaux, où ils ne sont même pas tenus au courant des négociations, c'est quand même gravissime, non ? Absolument. Non, mais là, je ne peux pas dénier à Manon Aubry une sorte de cohérence. Si c'est envisageable et si ça peut aller au bout, mon Dieu, ça conforte l'attitude présidentielle. Ouais, non, mais bravo à elle, honnêtement. Elle est vraiment à cette position-là. Elle fait le job, elle fait son travail. C'est quand même aussi ce qu'on attend d'elle. Et elle le fait très bien en l'occurrence. Je pense qu'en plus, la plupart des Français seraient tout à fait d'accord, même si ça ne concerne pas évidemment que les Français en l'occurrence, mais pour abonder dans son sens. Donc il faut soutenir ce projet-là. Jean-Michel ? Ouais, alors c'est la problématique, c'est que effectivement, elle est effectivement très cohérente. La problématique, c'est que ça ne concerne pas que les Français et je pense que la majorité, malheureusement, au niveau du Parlement européen, ne va pas dans ce sens-là. Ça, c'est clair. Le troisième mot. Il n'y a pas de troisième mot, c'était la suite. Bah quoi ? C'était si on avait eu François Bayrou qui était en direct là. Et alors Philippe, sauf que pour le moment, il discute avec Michel Barnier. Donc il est arrivé à Matignon, il discute avec Michel Barnier. On espère que tout se passe bien. Quand ils se seront tout dit, ils vont apparaître sur le perron, faire leur petit discours. Je viens de vous montrer un exemple comment ramer à l'antenne quand on a c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vois que je suis pas soutenue. Au lieu de dire oui, bien sûr. Non, vous ne me faites rien. Vous savez quoi ? J'ai lu un très bon livre récemment, hier soir. Oui, mais ça tombe bien, mon cheval est en... Voilà. Allez, en attendant, on va vous accueillir dans quelques instants, puisque c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. Ça se voit que c'est bientôt Noël. Hein. C'est le moment pour vous, peut-être, d'offrir un très joli cadeau de Noël en direct sur Sud Radio, et on sera très heureux pour vous. Vous allez peut-être remporter votre casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou votre carte cadeau chez Etam. C'est très simple. Pour remporter ce très beau cadeau, il vous suffit d'appeler le 0826 300 300. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, je vais demander à Maxime, notre réalisateur, de donner un chiffre entre 0 et 10. Et il me dit, me montre avec les mains le 10e appel au standard. 0826 300 300 pour ces jolis cadeaux. On vous souhaite bonne chance et on revient dans un instant, on espère, avec le nouveau Premier ministre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix en direct, et tout de suite on va sur le perron de Matignon, et c'est Michel Barnier qui s'adresse à François Bayrou. Un message ému, Philippe Bilger. Hein. Oui, mais en même temps banal, quoi. Je veux dire, mais banal. On sentait qu'il y avait ce qu'il a fait. Bon.
Après, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même deux personnes, Bayrou et Barnier, qui ont un parcours extrêmement long derrière eux, peut-être un peu déçus d'ailleurs, ou décevants à leurs yeux, c'est possible, et qui arrivent effectivement un peu à la fin de leur carrière, à un moment où les gens sont normalement à la retraite, au poste suprême, en tout cas semi-suprême. Jean-Michel Fauvergue. Il y a deux choses qui sont, c'est pas du tout banal dans son discours. Je suis pas d'accord avec Philippe. C'est d'abord il dénonce l'entre-soi politique et ça c'est quelque chose de très important dans la bouche d'un Premier ministre. Et puis il prêche pour l'engagement, pour la responsabilité personnelle en particulier des plus jeunes. C'est ce qui nous manque aujourd'hui et il a raison de faire ça. Mon cher Jean-Michel, c'est exactement ce qu'il a dit lorsqu'il a fait son premier discours. Allez, on retourne dans les idées. Retour à Matignon avec le nouveau Premier ministre François Bayrou. Voilà les premiers mots de François Bayrou à Michel Barnier lors de cette passation. Un petit mot juste avant de partir en pub. Luc Gras est avec nous. Bonsoir Luc Gras. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Il nous reste 2-3 minutes. Les mots les plus forts finalement de François Bayrou ce soir, ce sont lesquels? C'est intéressant son exposé concernant cette espèce de fracture démocratique que nous vivons entre les élus et les électeurs. Je pense que ça apporte quelque chose de nouveau parce que sa nomination n'est pas une surprise, il fait partie du carré des macronistes, mais s'il peut apporter cette dimension humaine que n'avait pas beaucoup finalement Emmanuel Macron, mais qu'il avait annoncé avec son Nouveau Monde, c'est peut-être une façon d'appréhender les choses qui peut être positive. Donc là, il se présente un peu en bon père de famille et peut-être qu'il pourrait rendre service à la nation si justement dans cet esprit de réconciliation, il pouvait essayer de rétablir cet enjeu essentiel qu'est cette fracture entre les élus et les électeurs. On fait une pause, on revient dans un instant avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Tom Conan et Jean-Michel Fauvergue, et vous au 0826 300 300 pour débriefer de cette première prise de parole. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, Tom Conan, notre invité Luc Gras. On vient d'entendre le discours de la passation de pouvoir à Matignon entre Michel Barnier et François Bayrou et on le commande justement avec les vraies voix. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, par rapport à ce qu'on a entendu, il nous manque peut-être l'essentiel. Je dirais que je rejoins Luc sur la mise en évidence du hiatus, du plafond de verre. Là aussi, ça n'est pas une idée fulgurante, mais c'est bien qu'il l'affirme, la séparation grave entre les citoyens et les pouvoirs. La deuxième idée, tout de même, elle est intéressante, c'est une concession au programme macroniste puisque c'est le refus de l'assignation à résidence. Et ce qui me frappe dans le début de ce propos de François Bayrou, je ne vais pas le rendre socialiste, c'est le fait que ce sont des considérations générales qui relèvent plus de la morale politique et qui se rapportent bien au tempérament de François Bayrou, qui ne constitue pas, pour l'instant en tout cas, des objectifs insurmontables pour la simple raison qu'on ne pourra jamais véritablement vérifier s'ils sont atteints. Luc Gras. Oui, moi je pense que François Bayrou, comme chacun le sait, est dans une situation très, très compliquée. Il n'a pas de majorité. Il va donc, a priori, les socialistes ont déjà dit qu'ils ne s'engageraient pas. On voit bien qu'à LR, ça n'est pas simple. Donc, pour s'extraire de cette situation compliquée, il va vraiment falloir que, contre son tempérament, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il a un côté philosophe, eh bien, il va falloir qu'il mette les mains, qu'il y mette les mains et il faut qu'il arrive à s'extraire de cette situation inextricable. Probablement, il a le caractère pour, en insistant sur un certain nombre d'initiatives. Est-ce que ce sera en portant un projet sur la proportionnelle ?
Je ne sais pas. Est-ce que ce sera sur revisiter la réforme sur les retraites pour la rendre plus acceptable pour les Français? Est-ce que ce sera pour essayer de rapprocher, de traiter ce sujet démocratique qui est celui de la désespérance des citoyens? Encore il y a 2 jours, un sondage montrait que les Français étaient partagés entre la colère et la lassitude. On peut bien se rendre compte ici qu'il y a vraiment de gros chantiers. Malheureusement, il n'a pas pour l'instant de perspective de majorité. Et enfin, bien sûr, son rendez-vous essentiel, ce sera la loi de finances, le budget pour la France. Et là, ça ne sera pas facile. Allez, retour au standard 0826 300 300 avec Muriel qui est avec nous de Béziers. Bonsoir Muriel, rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Alors quel sentiment vous avez à la suite de cette passation? Moi je le connais bien, puisque j'ai fait 2 campagnes pour lui. J'étais encartée à l'UDF avant d'être au LR, et ce qui me gêne, c'est que c'est quelqu'un qui est très versatile, c'est-à-dire quand on a été au 2e mandat qu'il voulait faire à sa 2e campagne, il nous a annoncé on va voter pour Hollande. Or moi, j'étais à l'UDF et j'étais de droite. Donc quelque part, on a tous pris nos cartes, on les a retournées, et c'est quelqu'un qui... Voilà. Alors, j'espère que pour les agriculteurs, comme ses parents ont une ferme, il a mis la main à la pâte, et il va donner satisfaction à beaucoup de social. Mais d'un autre côté, je veux qu'il garde Rodaillot à l'intérieur. De l'Intérieur. Ah ouais. Ah oui, parce que là, on est dans un marasme terrible au niveau du narcotrafic, de pas mal de choses, et il faut et lui, il n'a pas la main ferme. Je vous le dis tout de suite, il est mou du genou. Voilà. Bougez pas, Muriel. Parlons vrai. Patrick de Pau est avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Oui, merci à tous. Alors moi, je vais rapidement dire un mot. Enfin, je pense que c'est une bonne opportunité, d'abord déjà pour la ville. Donc de Pau, qui sera un peu en lumière aussi, qui va soutenir dans cette tâche qui n'est pas négligeable. Après, il faut dire que quand on regarde un peu depuis 2014 tout ce qu'il a apporté pour l'agglomération, on a vu quand même une certaine évolution. On pense que de manière macroscopique à l'échelle du pays, il saura tenir ses valeurs pour aider à faire consensus. Oui, bougez pas, restez avec nous, Tom mais c'est vrai que son discours ressemble quand même à un peu une gestion de la faillite. C'est effectivement un peu désespérant. En tout cas, c'est pas très enthousiasmant, un peu comme ce que disait Luc Gras tout à l'heure. Il a parlé d'un Himalaya de difficultés. Oui, voilà, il en est effectivement conscient, mais à un moment donné, il faut quand même aussi nous emporter quelque part. Tu vois, quelle est la patte François Bayrou, quel est ce qui nous prépare depuis 40 ou 50 ans de vie politique? Ce serait quand même sympa. Il dit affronter les yeux ouverts. Ouais, non, mais c'est bien, mais encore faut-il avoir quand même quelques idées, quelques grandes directions, parce qu'encore une fois, le peuple, c'est pas uniquement laissez-le arriver, ça fait 5 minutes qu'il est là. Mais je trouve il les a donné les 2 premières idées. Ouais, mais les Français, c'est pas uniquement des veaux, c'est aussi des gens qui ont une âme, qui ont un cœur qui bat et qui ont envie quand même de se battre pour quelque chose au quotidien. Jean-Michel Fauvergue. Je crois que, comme disait notre 2e auditeur, je ne me rappelle plus son prénom. Patrick, comme disait Patrick, pour parler de Pau, il vaut mieux compter sur l'équipe de rugby aujourd'hui, qui a de bons résultats, plutôt que sur François Bayrou. C'est pas le but. Le but, c'est un très bon maire. Oui, mais le but, c'est pas... Ça y est, il est plus maire, là. Il est Premier ministre, donc il faut qu'il s'occupe de la France. Et pour s'occuper de la France, je crois que sans majorité, on n'a pas de programme personnel. Il faut arriver à faire passer, pour les uns et pour les autres, les grandes... les choses auxquelles les gens s'attendent. C'est-à-dire qu'il devra faire des concessions, effectivement, sur la droite, sur la loi immigration, sur la sécurité. C'est ce qu'attendent les Français, l'immigration, la sécurité des réponses. De l'autre côté, il devra faire sans doute des concessions, peut-être sur les retraites, je ne sais trop comment. Mais il va devoir faire une synthèse de ça. C'est pas un programme personnel qu'il va appliquer, c'est le programme des uns et des autres, s'il veut continuer à rester là-dessus. Et puis d'abord, et comme disait Luc Gras, il faut passer le barrage du budget. Luc Gras, quand il dit que l'une de ses 2 obsessions, c'est ce plafond de verre entre les citoyens et le pouvoir. Mais on le sait depuis des années. Quid? Oui, alors,
C'est intéressant parce qu'il y a deux types de sujets. Il y a le concret de demain, c'est-à-dire ce qui intéresse les Français, c'est le pouvoir d'achat, comme l'a bien dit Jean-Michel, la sécurité, d'autres, c'est l'environnement. On les voit bien, les grands sujets qui préoccupent les Français. Tout le monde sait que les Français veulent plus de sécurité avec quand même, si possible, une prise en considération des enjeux autour de cela. L'environnement, c'est la même chose. Pouvoir d'achat, idem. Il y a à côté de cela, effectivement, cette idée de plafond de verre. Donc, c'est plus le plafond de verre qu'on a connu avec Marine Le Pen de la dédiabolisation, c'est le plafond de verre démocratique. Cette idée que les Français sont orphelins d'un personnel politique qui est perché, qui est au-dessus, qui n'est pas dans le concret de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour ça? Quelles sont les pistes? Parce qu'il ne suffit pas de faire un bon diagnostic. Encore faut-il donner une bonne thérapie. Et là, on l'attend, François Bayrou. Ça fait 40 ans qu'il nous parle de cela. Mais qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il va susciter du dialogue? Qu'est-ce qu'il va faire pour que, justement, je crois que c'est un enjeu essentiel, les Français se réconcilient avec les hommes politiques. Aujourd'hui, ils n'ont plus confiance. Donc, est-ce que François Bayrou peut faire quelque chose? Encore une fois, il doit passer par le budget, mais ensuite, il doit aussi passer par... il pourrait peut-être rassembler un peu plus au niveau de l'Assemblée nationale, mais il a quand même une perspective qui est 2027, avec toutes les écuries qui sont mises en place. Et je pense que les vrais sujets, on les connaît. Il y a relativement consensus dessus. Il n'empêche qu'au niveau du timing, les sujets à traiter entre en conflagration avec les stratégies politiques en perspective de 2027. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une petite pause. Le journal dans un instant, et puis le bulletin météo avec Rémi André, le coup de gueule de Philippe David. Je vais parler de Miss. De Miss, très bien. Miss personne. Miss la ville. Miss France, mais surtout Miss Pays-Bas. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai bien compris. Miss Berne. Allez, c'est pas mal. Bien c'est une blonde d'Aquitaine. Allez, vous restez avec nous, on fait un point dans un instant. Et puis, bien entendu, on vous tient informé en édition spéciale jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. À l'heure de cette nomination forcément de François Bayrou à Matignon comme Premier ministre, vous avez entendu l'allocution tout à l'heure sur le perron de Matignon avec Philippe Bilger, avec Tom Conan et Jean-Michel Fauvergue. Oui, excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Et tout de suite... Le qui c'est qui l'a dit qu'on a légèrement décalé, oui. Les vraies voix Sud Radio, vous le quiz encore de me faire l'actu. perdre. Oui, le quiz de l'actu, bien entendu qu'on va le faire. Alors je vous rappelle que là vous jouez entre vous, donc vous pouvez vous écharper tranquillement. Mais qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, un point sur François Bayrou. En 2007, il n'est pas venu car il n'a pas voulu être soutien d'une femme candidate. Ségolène. Bonne réponse de Philippe Bilger, Ségolène Royal. Pas mal, ça. Un point, pas mal. C'est qui l'a dit à 3 points? La première mesure du nouveau locataire de Matignon, supprimer le haut commissariat au plan. Et le Premier ministre de déclarer, ce truc-là ne sert à rien, croyez-moi. J'ai trouvé ça très drôle. C'est un maire de grande ville. De très grande ville. Du Sud. Non, pas loin. D'une très belle grande ville du Sud. L'autre, j'ai oublié le traître, là. Muselier. Non. Non plus. Lisnard. Bonne réponse. Il l'a dit en premier avec un quart de seconde d'avance. Mais pourquoi vous l'appelez le traître? Pourquoi vous l'appelez le traître? Et il n'est pas maire, Renaud. Muselier, c'est un traître pour moi. Pourquoi il n'est pas maire, Renaud Muselier? Non. Non, mais c'est ça. Ok, d'accord. 3 points pour Jean-Michel Fauvergue. T'es très macroniste. Allez. Non. On y va ou pas? On y va ou pas? On y va. Qui c'est qui l'a dit? C'est à vous. Mais non, c'est moi, j'ai fait Lisnard, donc c'est à vous le suivant. Ah bon, d'accord, prouvez-le. Tout le monde se dit qu'il y a un chemin à trouver qui réunisse les gens au lieu de les diviser. Je pense que la réconciliation est nécessaire. 2 points pour Philippe Bilger. C'est ce qu'il vient de dire là, Bayrou. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Il l'a dit avant. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? La seule réconciliation qu'on souhaite, c'est celle du président de la République avec la démocratie. Non, c'est le même parti que Panot, c'est une députée. Non. Une députée. Jourdain. Non. Elle a cherché longtemps.
Non. Chercher longtemps. Autant. Nous, on a dit. Aurélie Trouvé. C'était Aurélie Trouvé, députée Elle a LFI. cherché longtemps. Oui, chercher et trouver. Si vous faites des blagues à la Philippe, Non, je vous donne des indices. C'est pas possible. Deux points pour Cécile. Cette fois-ci, c'est qui? Ouais, C'est vous, c'est à moi vous, c'est à vous. Toujours à moi, d'accord. 3 points. Je ne suis pas du tout concentrée. On n'a pas la censure compulsive comme le NFP. La motion de censure, c'est quelque chose de grave. C'est un peu la bombe atomique. C'est un député, un député du parti de Marine Le Pen. Je l'ai entendu tout à l'heure. Tanguy. Non, C'est une station de métro. La mode piquet Grenoble. Non. Gare du Nord. Dans le 15e. Dans le 15e. Allez, à Créteil. Montparnasse, bienvenue. Non. Ballard. Philippe Ballard. Philippe Ballard, député RN. Je peux pas plus vous aider là. C'est dramatique, mon Dieu. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Monsieur Bayrou est le précurseur du macronisme. Il était macroniste avant Emmanuel Macron. C'est vous tout à l'heure. Non, c'est pas moi. Non, je citais quelqu'un. C'est un député écologiste. Ouais, mais. Jadot Non. Dans le Nord, la Somme. La Somme écologiste. Ils ont des députés dans la Somme? Oui. Vert Grayette? Non. Non. Il a le même nom de famille que mon coiffeur, mais bon, ça va pas vous aider. C'est très bon ça. Oui, c'est pas. On l'a eu dans les vraies voix. On l'a eu dans les vraies voix il y a longtemps. C'est sûr que c'est pas le coiffeur de Philippe David, ça c'est sûr. Non, c'était Benjamin Lucas, porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mais c'est très drôle. Vous n'êtes pas mauvais, vous êtes très mauvais. Non, moi, je m'en fous, j'ai 3 points. Qui a gagné? Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est l'école des fans. 3 points pour Philippe Bilger, 3 points pour Tom Conan, 3 points pour Jean-Michel Fauvert. Tout le monde a gagné. Ben voilà, bravo. Et 3 points pour Cécile, parce qu'elle a aussi répondu. Ouais, mais elle a les réponses. J'ai les réponses sous les yeux. Tom, on va vous expliquer. On me dit jamais rien, moi. Mais y a-t-il quelqu'un dans ce cerveau? Bonjour. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. Oh, je vais gueuler sur les Miss, mais pas du tout contre elles. Pour ce qui se passe du côté des Pays-Bas, qui commence vraiment à me fatiguer. Allez, à tout de suite. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h, c'est vendredi. C'est un peu plus cool. Tout va bien. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Tom Conan, Jean-Michel Fauvert. On continue avec la passation de pouvoir entre François Bayrou et Michel Barnier. C'était il y a quelques minutes en direct sur Sud Radio, Félix. Entre plutôt Michel Barnier et François Bayrou, absolument. Voilà, Félix Mathieu qui remplace Michel Barnier. Et d'emblée, d'ailleurs, le sortant Michel Barnier, sorti sur une motion de censure, a évoqué les circonstances de son départ et on peut dire qu'il n'a pas mâché ses mots. Je savais depuis le premier jour, le 5 septembre, que le temps de mon gouvernement était compté, sous la menace d'une alliance improbable entre des forces politiques que tout oppose, mais réunies dans des circonstances, dans une volonté de blocage et de confusion. Ce temps très bref, nous avons essayé de l'utiliser au mieux. Avec le gouvernement, nous avons remis l'État en marche après les 3 mois de turbulence qui ont suivi la dissolution de l'Assemblée nationale. L'alliance improbable qui l'a renversée, dit Michel Barnier. Son successeur François Bayrou l'a ensuite remercié justement pour le risque qu'il a pris en s'engageant dans cette fonction. Et alors donc que le gouvernement Barnier a trébuché sur les questions budgétaires, et bien justement le nouveau Premier ministre François Bayrou a commencé son discours en évoquant les finances publiques. Nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. J'ai pris des risques inconsidérés dans ma vie politique pour poser dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles, la question de la dette et des déficits. J'ai même conduit des campagnes présidentielles sur ce thème et tout le monde, nous en disions un mot avec le sourire tout à l'heure, tout le monde disait mais il est complètement fou, on ne fait pas une campagne sur la dette. Alors au-delà de la dette, justement, François Bayrou a voulu plus largement évoquer la crise démocratique dans la société française. Ce mur de verre, cette séparation, cette rupture, pour moi c'est un ennemi à combattre. Et notamment la compréhension de ce que nous disons, les mots qu'on utilise pour décrire la situation, les éléments de langage comme on dit.
François Bayrou qui dit se faire un devoir sacré de rendre leur chance à ceux qui n'en ont pas. Il évoque un Himalaya de difficultés, qu'elles soient donc budgétaires ou sociétales, un risque d'éclatement de la société, dit-il. Bref, en résumé, la tâche est rude, annonce d'emblée François Bayrou en arrivant à Matignon tout à l'heure. Philippe Bilger. Oui, en fait, dans ces discours, surtout dans la période d'aujourd'hui, on ne peut pas être original. Il est évident que François Bayrou a quelques objectifs, comme l'a dit Lugras, qui sont concrets, mais là où il sera original, inventif, je l'espère, c'est dans une philosophie de la réconciliation. Je doute que les antagonismes viennent vers lui avec bonheur, mais je le crois capable d'apaiser. Ouais, moi j'ai pas l'impression que la philosophie, ça soit vraiment le propre des attributions d'un chef de gouvernement. Ça, c'est des attributions éventuelles. Non, je pense pas. La morale politique, ça existe. Oui, la morale politique, ça existe, mais les attributions du Premier ministre dans la Constitution, évidemment, je vous apprends rien, c'est de mener un gouvernement, de diriger l'action d'un gouvernement. Ce que vous dites, c'est beaucoup plus lié finalement aux missions, aux prérogatives du chef de l'État. Donc encore une fois, moi je pense qu'il doit vraiment être orienté vers l'action, donner des directions qui soient assez claires, qui soient les plus rassembleuses possibles, effectivement. Les questions de morale sont bien évidemment importantes, mais ça ne suffira pas pour faire un budget et construire des majorités, pardon. Jean-Michel Fauvergue. Ouais, moi je crois que il faut faire attention au mot employé. Il a employé le mot d'Himalaya des difficultés. Ça renvoie au premier de cordée. Donc il est bien macroniste. C'est Macron qui avait utilisé ça c'est la première chose. Ensuite, il se donne un satisfecit en disant moi j'ai fait des campagnes sur la dette et sur le déficit et on m'avait dit ne fais pas ça, on fait pas des campagnes comme ça, et les gens avaient raison de lui dire ça puisqu'il a perdu à chaque fois et ça c'est une chose importante. Mais pour autant, quand même, moi j'ai noté dans son discours des choses qui moi me semblent intéressantes. C'est il relève la rupture entre les citoyens et les politiques, et ça c'est très important de le dire, mais c'est important de le corriger aussi. Et surtout, il parle de paroles artificielles, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, les politiques nous parlent avec une espèce d'éléments de langage que l'on comprend pas. Même moi, quand j'étais député, je ne pigeais pas ce qu'ils me disaient quelquefois. C'est peut-être pour ça que je suis parti d'ailleurs. Vous étiez macroniste. J'étais macroniste, mais c'est pas que les macronistes qui ne sont pas que les macronistes. On ne comprend pas ce qu'ils nous disent. Donc il faut effectivement maintenant, et c'est bien si la sincérité, c'est ce que vous voulez dire. La sincérité, de se mettre au niveau de tout, de parler comme le français, quoi. Je veux dire, à un certain moment. Et peut-être que Bayrou le fera venant se faire comprendre, venant des Pyrénées-Atlantiques, avec cet ancrage local. Peut-être qu'il le fera. Mais je me pose des questions parce que tout à l'heure j'écoutais bien la météo et le reporter sur la météo disait que les orages venaient des Pyrénées. Ouais. Comme c'est tout le temps le cas, merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous puisque dans un instant on va revenir sur cette mission délicate du Premier ministre. En attendant, on vous offre des cadeaux puisque c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. On a décidé, en tout cas Maxime, que c'était le 10e appel au standard, et tout à coup la magie est arrivée avec Catherine qui nous appelle de Biscarrosse. Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Philippe et Cécile. Je vous remercie d'être tirée au sort. Voilà, je suis très contente. Eh bien, écoutez, on est très heureux aussi. Si vous permettez, Catherine, on va regarder ce que vous avez remporté. Écoutez. Oui, merci. Vous avez gagné une carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 des bijoux et de boîtes à montres jolies, pratiques et accessibles, des grandes, des petites, en léopard, en moumoute, en velours, tout ce que vous voudrez à retrouver sur maison-scarlett.fr. Donc ça, c'est un joli cadeau, 200 € pour un cadeau. Ah oui, ça c'est génial. Ça c'est génial. Je suis super contente. Catherine, vous faites quoi dans la vie ? Je suis aide-soignante. Ah, magnifique, bravo. Aide-soignante. Est-ce que vous êtes contente de ce nouveau Premier ministre ? Je peux me taire. Est-ce que vous êtes contente qu'il y en ait un, en tout cas ? Oui, voilà. Oui, quand même. Voilà. Oui, après, je ne donnerai pas mon opinion. Non, mais vous avez raison. Moi, je vous oblige pas du tout à le faire. Vous nous écoutez depuis longtemps ? Oh oui, ça fait un petit moment maintenant. Ah ben voilà.
Vous êtes récompensé. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, Catherine. Bonne fête. Merci à vous. Merci également. À très bientôt. Merci. Vous restez avec nous. On revient dans un instant sur le retour sur la mission délicate du Premier ministre François Bayrou. Matignon au centre peut-il faire le pont entre la gauche et la droite irréconciliable? Alors parlons vrai. Bayrou étant centriste, va-t-il automatiquement gouverner au centre? Le voyez-vous réaliser une union qui irait du PS à LR en passant par la Macronie? Souhaitez-vous un gouvernement qui penche à gauche, à droite ou au centre? Et pour le moment, vous pensez à 85% qu'il doit pencher à droite. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Merci de votre fidélité. On reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h après cette passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou. Pas mal de réactions des politiques forcément hein, sur cette nouvelle nomination. Avec Philippe Bilger, Tom Conan et bien sûr Jean-Michel Fauvergue et Philippe David. On les écoute. On démarre par celle de Éric Coquerel. Éric Coquerel, pardon. Monsieur Macron vient d'amuser la galerie pendant une semaine quand même, parce que c'était le premier nom qui circulait, c'est le dernier nom qui arrive à Matignon, et on voit qu'entre-temps, il se sera servi de ça pour finalement, notamment, essayer de diviser le nouveau Front Populaire et revenir un peu dans le jeu, alors qu'il avait été battu une troisième fois par la motion de censure. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'on se retrouvera sur une motion de censure sur le budget, parce que juger sur pièce, ça sera juger une politique qui va rester quand même fidèle globalement, parce que c'était l'objectif de monsieur Macron, à sa politique d'offre, de compétitivité, d'austérité, qui n'est pas bonne pour le pays et qui est minoritaire. Philippe Bilger, pour réagir au propos du président de la commission des finances LFI de l'Assemblée nationale. Alors il est très critique, mais il fallait s'y attendre. Alors qu'en revanche, j'avais été surpris dès la nomination de François Bayrou connu par, d'une certaine manière, la modération des réactions, même socialistes, par rapport à ce qu'ils avaient dit avant. Et donc, certes, les Républicains attendent le projet, mais je pense que il leur sera difficile de désavouer tout de même François Bayrou, malgré leur hostilité, à mon avis grotesque, à propos de François Hollande à l'époque. Et surtout que Laurent Wauquiez s'est engagé à ne pas voter de motion de censure il y a quelques jours. Ouais. Vous avez raison, Philippe. Oui. Mais je remets de l'eau à votre moulin. Mais, bien sûr, et donc mon moulin est très enrichi. Mais c'est tout à fait vrai. Il va trop vite. Et au fond, donc, on va voir. Alors, la difficulté, pardon, je suis un peu long, pour François Bayrou, on lui reproche d'être la prolongation du macronisme, ce qui n'est pas faux d'une certaine manière, mais en même temps, pour espérer convaincre un petit peu à gauche, il va devoir mettre de l'eau dans son vin, de la gauche dans son projet. C'est un exercice intellectuel et politiquement difficile. Je pense que... Ouais, moi je pense que effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Philippe. Je pense qu'avec le 49.3, il y aura le renoncement au 49.3 va se faire. Et il y aura un deal qui va se faire là-dessus et qui va permettre aux socialistes, d'une manière générale, de dire voilà, on a eu ce qu'on voulait, mais il y a un pas qui est fait vers nous et donc il n'y aura pas de censure qui sera votée. Sur ce que dit Éric Coquerel, rien de nouveau, on s'y attendait. Il est dans son couloir. Il est dans son couloir de nage et ils n'en sortiront pas. C'est à ça qu'on les caractérise, et qu'ils se caractérisent, pardon. Et effectivement, la motion de censure, elle va être déposée très très rapidement. Après, celle-là, elle sera pas votée. La première sera sans doute pas votée, mais après, il faudra voir parce que eux vont continuer là-dessus. Il faudra voir comment les choses. Effectivement, je pense qu'il n'a pas 36 solutions, Bayrou. Il y a effectivement les contraintes budgétaires, qu'il a rappelé, dont il est conscient et dont Barnier était conscient et dont la plupart des Français sont conscients d'ailleurs. Je voudrais préciser. Mais effectivement, à mon avis, il sera contraint, quoi qu'on en pense, de mettre en place des taxations sur les plus riches, que ce soit sur des super profits, que ce soit sur les particuliers. Il sera obligé de concéder du terrain au moins sur ce point-là pour pouvoir dérouler son programme par ailleurs. On écoute désormais la réaction de Jordan Bardella. Nos lignes rouges, elles demeurent, mais c'est pas nos lignes rouges, c'est pas les lignes rouges du parti, ce sont les lignes rouges et les aspirations de millions d'électeurs. Emmanuel Macron est un président bunkerisé, qui a fait le choix d'un nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre doit prendre en considération la nouvelle donne politique et il doit entendre
qu'il n'a pas de légitimité démocratique ni de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui suppose donc un dialogue nécessaire avec l'ensemble des forces représentées au Parlement, c'est-à-dire un respect à l'égard de tous les Français, y compris les Français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron lors des dernières élections européennes et législatives. La tâche va être difficile bien sûr, pour François Bayrou. Ce dont je suis sûr, c'est que François Bayrou, dans le respect qu'attend le Rassemblement national, sera plus fiable que Michel Barnier, qui après un début d'empathie pour le RN, a été très méprisant durant les 3 mois. Et il a cédé à la fin, mais trop tard. François Bayrou, on peut tout dire de lui, mais dans le dialogue démocratique, je le trouve franchement assez bon. La modération de la forme est sa caractéristique. Mais ça veut dire qu'il peut prendre le RN en allié quelque part ? Non, ça n'ira pas jusque-là, mais le RN, peut-être sera-t-il capable d'instiller dans son programme des choses qui permettront au RN de s'en satisfaire de la même manière que les Républicains, dans la mesure où il n'y a pas un immense précipice sur certains plans entre les deux. Jean-Michel Fauvergue. Oui, ce que dit Jordan Bardella est tout à fait logique. Et là aussi, il y a rien de nouveau. Et il a raison de dire ça. Il avance ses pions, etc. Maintenant, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu avec Michel Barnier ? On a vu quand même et c'est pas Jordan Bardella qui était à la barre. C'était Marine Le Pen. Marine Le Pen un peu hystérique, qui était sous le coup sans doute de non pas de sa condamnation, mais des réquisitions, et qui a dit vous allez voir ce que vous allez voir, et voilà, qui a fait un caprice dans ce sens-là, en mettant ces barres rouges de plus en plus loin. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y avait des concessions de la part du Premier ministre de l'époque, il y avait des barres rouges qui apparaissaient. Donc peut-être que François Bayrou la jouera plus finement, mais en tout cas il a cette expérience-là de son prédécesseur qui peut lui servir. Et là où Philippe a tout à fait raison, c'est que effectivement, finalement, la tiédeur est généralement pas un avantage en politique, surtout à l'heure d'aujourd'hui où il y a quand même une forme d'hystérisation des débats et de radicalisation tout de même dans les idées. Mais effectivement, là, dans cette situation extrêmement particulière que l'on vit, la tiédeur va être un atout, et ça va être même le seul atout probablement de Bayrou. Philippe Bilger, vous avez dit que le prédécesseur de François Bayrou n'avait pas été très amène avec le RN. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une des missions de François Bayrou, ça va être de mieux tenir ses troupes que Michel Barnier, avec notamment Antoine Armand qui mettait des scuds au RN dès qu'il pouvait? Est-ce que ça va pas être une des missions clés de François Bayrou? Bien sûr, mais il aura du mal, d'autant plus que les macronistes, finalement, ne vont pas avoir pour François Bayrou les yeux de Chimène, hein, c'est clair. Ils ne les avaient pas pour Michel Barnier, mais je pense qu'on verra que François Bayrou, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure quelqu'un, n'est pas une chiffre molle. Je crois qu'on se trompe sur lui. Ça n'est pas parce qu'on est centriste qu'on est forcément mou et souple. On verra. Mais c'est ça, encore une fois, sa dernière chance. Il a une haute opinion de lui-même. Il croit qu'il peut résoudre des défis auxquels les autres sont incapables de résister, mais on verra. Hein. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je crois qu'on a constaté depuis l'élection de François Hollande qu'il n'y a plus de discipline dans les partis. Je crois que la discipline est partie des partis à partir de ce moment-là. Et pour le coup, ça s'est accéléré. Moi, dans la majorité à laquelle j'appartenais, c'est-à-dire En Marche, dans la précédente mandature, il y avait très peu de discipline. En tout cas, elle n'était pas respectée. Alors là, du coup, avec une majorité protéiforme, enfin une majorité, il n'y a même pas de majorité, ça va être difficile d'imposer quoi que ce soit. Alors je souhaite bien du courage à François Bayrou. J'espère qu'il y arrivera, mais j'en suis pas du tout sûr. C'est que un des risques importants quand même actuellement, c'est l'immobilisme, parce que on voit bien que finalement, à mon avis, l'ouverture à gauche sera effectivement compliquée, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des compositions ensuite de majorité sur des textes, sur le budget ou même sur d'autres textes ensuite. Donc à mon avis, la probabilité d'immobilisme jusqu'aux prochaines présidentielles, elle est extrêmement élevée, ce qui est à mon avis le drame premier pour le pays. Alors
moi, pour le coup, je crois pas. Je suis désolé, Tom, de vous dire ça, mais moi, pour le coup, je crois pas. Je pense qu'on peut bouger à condition, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à condition de récupérer les projets des uns et des autres et de faire passer des projets aux uns et aux autres, et à condition que quand on fait passer le projet des uns, les autres s'abstiennent de le saborder. Donc ça ne peut être que comme ça dans la composition actuelle de cette assemblée. Alors, tout dépend, Cécile, tout dépend aussi de l'objectif que fixera François Bayrou. Est-ce que son rôle ne sera jamais d'irriter, de provoquer pour permettre à Emmanuel Macron de rester tranquillement jusqu'en 2027, ou est-ce qu'il inventera quelque chose qui pourrait risquer à nouveau de provoquer une motion de censure? Vrai. Voilà, il a dit, il a évoqué. On peut se poser la question, savoir si 2027, à un certain moment, n'intéressera pas Bayrou. Ah sûrement. C'est déjà sur les réseaux sociaux. Oui, ça va le gratouiller et le chatouiller, comme disait le Allez, on docteur écoute Marine Tondelier. Tout ça ressemble quand même furieusement à du mauvais vaudeville. On a passé une semaine, les dernières 48 heures et les dernières heures dans un cinéma absolu qui, je pense, ridiculise la France dans sa manière de procéder, ridiculise le président de la République dans sa manière de ne plus vouloir, puis de céder à ce que j'ai l'impression était finalement une forme d'intimidation et de retire-moi ou je fais un malheur. On ne comprend pas bien comment tout ça s'est passé. D'un point de vue institutionnel, politique, oui, c'est assez désespérant. Je ne sais pas quelle image tout cela donne aux Français. Ensuite, on voit bien que le président de la République, finalement, plus il perd du terrain électoralement, plus il s'accroche à ses proches, à ses très proches, à ses très très proches, à celles et ceux qui sont avec lui dès le début et qui incarnent finalement le macronisme le plus fidèle. Donc c'est incompréhensible. Le Monde a rapporté des relations assez tendues à l'Élysée ce matin. Alors Cécile, là, peut-être ai-je fait une erreur d'analyse très... Le Monde dit bien qu'à 5 heures, Emmanuel Macron appelle François Bayrou pour lui dire « Tu ne seras pas Premier ministre ». François Bayrou arrive à 8h, 8h30 à l'Élysée et il y a une discussion tendue d'1h45. Alors moi, je l'ai analysé en disant en quelque sorte qu'à midi, François Bayrou avait imposé au président une nomination que celui-ci ne voulait pas. Mais je crois qu'en réalité, quand François Bayrou a quitté l'Élysée, il a simplement préparé en quelque sorte la suite. Il n'a pas imposé à Emmanuel Macron, qui semblait être convaincu, quand François Bayrou l'a quitté, qu'il devait être Premier ministre et plus Roland Lescure, qui était très soutenu par Alexis Kohler. Mais quand même, Marine Tondelier, elle a quand même raison, sur le fond, elle a largement raison, parce que à quoi ça servait, à quoi ça rimait finalement de convoquer les chefs de parti, hors LFI et RN il y a quelques jours, ça rimait à quoi tout ça? Est-ce que ça veut dire que finalement c'était loin d'être une évidence? Oui, c'est loin d'être une évidence, c'est certain. Moi, effectivement, j'avais cru comprendre tout à l'heure. Ou alors c'est un jeu de faire, d'aller voir tout le monde. Après, il a peut-être pas d'autres options, donc effectivement, sans doute qu'il a su s'imposer, mais encore une fois, vis-à-vis quand même de l'ouverture à gauche, qui était quand même censée être la démarche de Macron après la censure de Barnier, il y a aucun signe qui est fait. Effectivement, là, Tondelier a raison. Il prend quelqu'un qui est le plus proche des proches. C'est quand même un pilier incroyable. Où voyez-vous que la censure de Michel Barnier devait l'entraîner à gauche? Ça me semblait quand même assez logique, étant donné que à droite, Barnier était quand même une figure de la droite incontestablement. Il avait même des thèses assez proches qu'il pouvait partager avec le RN sur pas mal de sujets. Quand on creuse bien, quand on regarde même l'histoire politique de Michel Barnier, donc oui, c'était clairement un gouvernement clairement à droite. Donc vu l'échec cuisant de cette tentative-là, ça aurait été assez cohérent. Mais mon cher Tom, de se tenter à gauche. Avant la gauche, il y a le centrisme. Il y a le centrisme pour éviter les uns et les autres. Oui, non, moi je pense que Marine Tondelier n'a pas raison de dire ça. Je pense que la difficulté était énorme et c'est normal qu'il y ait beaucoup de discussions auparavant et que c'était pas un jeu de dupes et que c'était pas fait avant. Donc les choses se sont faites tout doucement. Je pense aussi qu'il faut faire gaffe au ton qui est employé. Moi, j'en ai un peu assez d'entendre ce ton de mépris qui parle de mépris de la part du président, le ridicule, etc., etc. Je pense qu'il faut se mettre sur un autre ton et visiblement Europe Écologie Les Verts n'y arrivent pas de ce point de vue-là. Ils auraient tort de
de pas faire l'effort, parce que hier j'ai entendu une excellente analyse de Jean-Pierre Raffarin, qui était l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui disait au départ la dissolution c'est de la faute du président de la République, mais au fur et à mesure ça va devenir la faute de l'Assemblée, parce que cette Assemblée introuvable, les Français voient qu'elle ne règle pas les problèmes et qu'elle n'est pas en train de les régler, mais au contraire ils n'arrivent pas à s'entendre, et ça va devenir leur faute à eux, et ils auront du mal ensuite à récupérer ça pour les prochaines élections. Et ça, c'est une très bonne analyse, à mon avis, qui vient pas de moi, qui vient d'un Premier ministre, donc qui est sérieuse. Si ça dure pendant 2 ans, cet immobilisme, oui, ça va se retourner contre l'Assemblée, et ça, c'est tout à fait juste. Oh, ça y est, vous êtes défaitiste, Tom Conan. Non. Allez, vous restez avec nous. La question de se dire, c'est peut-il faire en tout cas le pont entre la gauche et une droite irréconciliable, Philippe? Alors parlons vrai. Bayrou étant centriste, va-t-il automatiquement gouverner au centre? Le voyez-vous réaliser une union qui irait au contraire du PS à LR en passant par la Macronie? Et à cette question, souhaitez-vous un gouvernement qui penche plutôt au centre, à gauche, à droite? Eh bien pour le moment, vous souhaitez un gouvernement qui penche à droite à 86%, à gauche à 11% et au centre à 3%. Vous voulez réagir et ça rime, le 0826 300 300. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Ah oui, Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvert, Tom Conan. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Voici François Bayrou. Vous êtes député européen, président de l'UDF et candidat à la présidentielle de 2002. Ce que je propose aux Français, vous le savez bien, c'est de réunir autour d'un président nouveau une majorité nouvelle, qui fera travailler ensemble, enfin, des femmes et des hommes venus de camps différents. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. T'auras mon vote, Bayrou, ma voix, Bayrou. Mon bulletin dans ton heure, mon vote, Bayrou, ma voix. Et le nouveau Premier ministre devra tenter donc de réconcilier pour gouverner avec une assemblée disparate comme jamais sous la Ve République. Figure emblématique du centre, François Bayrou prônait le dépassement du clivage gauche-droite bien avant l'apparition d'Emmanuel Macron sur la scène politique, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que le pays étant plus à droite que jamais, il va devoir droitiser sa politique afin de ne pas se faire censurer par le RN et s'assurer les sympathies du corps électoral? Ou au contraire, doit-il le gauchiser pour acheter la non-censure d'une partie du nouveau Front populaire? Et à cette question, souhaitez-vous un gouvernement qui penche à gauche, à droite ou au centre? Vous dites à 86% à droite, à 11% à gauche et à 3% au centre. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Ce nouveau Premier ministre, Philippe, a une tâche lourde, je vous le disais tout à l'heure, et je pense qu'il est très observé par le NFP, qui sont, j'imagine, tapis dans l'ombre. Absolument, mais connaissant un tout petit peu François Bayrou et comme vous tous, lisant beaucoup depuis quelques mois sur lui, je crois que sa mentalité profonde le conduirait plutôt à élargir vers la gauche, vers les socialistes, évidemment, en excluant LFI. Mais en même temps, s'il fait cela, comme ça a été très bien dit dans l'interrogation qui vient d'être formulée par Philippe David, il risque de s'aliéner la droite républicaine et encore plus le Rassemblement national. Donc ça va être très très compliqué parce que je ne le vois absolument pas camper de manière un peu obtuse sur le camp strictement conservateur. Je ne l'imagine pas, mais comment élargir sans faire fuir ses soutiens fondamentaux? Oui, obligé de sourire à gauche prioritairement, pas uniquement parce que je le souhaite personnellement, mais parce que c'est un homme de droite fondamentalement. C'est un centriste, d'accord, mais comme disait Mitterrand, on sait que le centre c'est ni à gauche, comme il disait. C'est sûr que François Mitterrand, parlant de gauche, comme disait Guy Mollet de lui, il n'a jamais été de gauche, il a appris à parler à gauche. C'est vrai, mais en l'occurrence, quand il parlait du centre, en disant qu'il était ni à gauche, c'est quand même une formule qui est très juste pour qualifier cette espèce de truc qui s'appelle le centrisme, qui peut avoir des choses intéressantes, mais encore une fois, qui reste quand même un truc
un objet, en tout cas non identifié politiquement. Donc oui, à mon avis, il est de droite. Il est de droite, ce qui est évidemment absolument pas un crime, mais donc il va devoir donc naturellement s'ouvrir à gauche pour élargir son électorat. Pour moi, il est totalement condamné. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je crois que quand on est au centre, on est obligé de, effectivement, tout à l'heure vous disiez pencher à droite, pencher à gauche ou pencher au centre. Au centre, on penche pas. On s'enfonce. C'est un commentaire qu'on a sur Twitter. Et on est obligé, surtout dans ces circonstances particulières, d'aller chercher des projets dans un côté et de l'autre côté. Alors, quand vous prenez des projets d'un côté, l'essentiel, c'est que les autres ne votent pas contre de l'autre côté. Et je pense que ça sera un peu ça. Ça va pas être voté pour, mais ça va faire en sorte que les autres ne votent pas contre. Et c'est la seule manière de continuer à avancer un peu. Alors ça ira peut-être un peu plus loin, jamais très loin, mais en tout cas c'est la seule manière d'avancer et de sortir la France peut-être de cette ornière aujourd'hui où elle est. Mais effectivement, la marge de manœuvre pour construire des majorités, c'est foutu, c'est pas la peine. En plus, on n'a pas de gens trop stables et qui respectent leurs engagements quand ils disent qu'on va pas. On l'a vu avec Barnier. Certains ont dit on va pas censurer, ils ont censuré. Donc à un certain moment, il faut aller vers les uns et vers les autres et prendre le meilleur de leur projet, essayer de le faire passer sans qu'il y ait des oppositions. Philippe Bilger, pardon, juste un mot. On peut imaginer une solution intermédiaire qui n'est pas très glorieuse. Il suffit de voir ce qu'il envisage pour les retraites. Jamais de la vie, il ne dira il faut maintenir les retraites. Mais il proposait déjà à l'époque de voir ce qui pouvait être changé un petit peu. Je me demande si au fond, de fil en aiguille, de commission en commission, de débat en débat, il ne va pas pouvoir durer longtemps sans rien transformer, mais en donnant l'impression à la gauche qu'il est prêt à retoucher certains éléments qui lui sont sensibles. En tout cas, quand on regarde, on relit ses verbatim, tout ce qu'il a dit, il parle de gravité, rien cacher, rien négliger, rien laisser de côté, halte à la médiocrité, affronter les yeux ouverts, les obsessions, on sent, enfin c'est presque martial quand même ce qu'il propose comme mot. Absolument. Ça fait un peu peur, mais je pense qu'en revanche le recours au contraire. Le ton martial fait toujours un peu peur, mais ça peut aller. Je sais pas. Pourquoi vous avez une aspiration à la mollesse Non, c'est pas ça, mais bon, quand le projet effectivement de vouloir uniquement attaquer la comptabilité publique et d'en faire un programme politique à lui seul, ça me semble un peu restreint. Encore une fois, je pense que la politique c'est quand même embarquer des gens dans un projet, fut-il difficile à accomplir, mais voilà, ça va quand même au-delà d'une simple gestion du déficit, même si c'est évidemment une tâche tout à fait noble et nécessaire. Mais moi je pense qu'en revanche, primordial quand même un petit peu. Oui, entièrement d'accord, bien sûr, et c'est évidemment tout à fait central, mais il faut l'accompagner quand même d'une vision. Mais par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui pourrait nous sortir d'une forme de blocage, indépendamment de la dissolution, indépendamment de tout ça, c'est recours au référendum. Il pourrait y avoir tout à fait des avancées grâce à l'outil du référendum. Le peuple, il existe toujours. Hein. Là, la démocratie représentative, elle est là. La démocratie directe, elle est là aussi. Allez, on a 30 secondes. Alors, on n'est pas dans une époque de vision, on est dans une époque de gestion et il va falloir trouver des solutions, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je pense que là, on est dans l'urgence. Sur le référendum, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça, en plus, c'est du pouvoir du président. Donc, effectivement, c'est le moment. Je pense que c'est exactement le moment de poser des questions par référendum sur les retraites, sur tout ce que vous voulez, de poser. C'est très dangereux, Jean-Michel. Pas sur les retraites, parce que des gens lui reprochent de n'avoir jamais respecté l'esprit gaulliste. Imaginons un référendum à l'initiative du président, il le perd et il reste en place. Mais j'ai pas dit un plébiscite, j'ai dit un référendum. Oui, mais même s'il y a un non, eh bien, il devrait partir et il ne le fera pas. Merci, messieurs, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci, Philippe Bilger, merci, Tom Conan, merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue. Merci Cécile de Bénibus, on se retrouve lundi à 17h, bien évidemment, et tout de suite le rugby. Salut Alexandre Priam. Salut Alexandre. Salut les vrais voix. Alors c'est le double effet Sud Radio ce soir avec de la Coupe d'Europe et de la Pro D2. Exactement, t'as tout compris Philippe, effectivement on a de la Pro D2 ce soir avec 7 rencontres au programme et puis on a de la Champions Cup et la Challenge Cup. Ça veut dire que ce soir sur Sud Radio vous allez suivre exactement 11 matchs de rugby jusqu'à 23h.
Ça promet. Et dans quelques instants, on est avec Philippe Spanghero, notre spécialiste, pour vous parler notamment du Stade de France, parce qu'il y a un gros sujet entre le rugby français et le Stade de France. Est-ce que le stade du rugby français est-il vraiment le Stade de France? C'est la question qu'on se posera dans un instant. Bonne émission, les garçons. Allez, passez un bon week-end. On pense bien à vous et on se retrouve lundi à 17h. Salut.